Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Dyslexie, dysorthographie ou encore dyscalculie, des troubles de l'apprentissage souvent mal compris, des troubles qui peuvent pourtant freiner le parcours scolaire des personnes qui en souffrent. Comment mieux les appréhender, explorer leurs causes, leurs manifestations et leur impact? Quelles solutions concrètes pour les surmonter? Des questions que pose l'Académie du Royaume du Maroc à l'occasion d'un colloque international sur les neurosciences et l'éducation. Mon invité ce soir, Madame Najia Hajjaj Hassouni, vous êtes membre de l'Académie du Royaume du Maroc et responsable de l'IERTA. Vous êtes doyenne au Collège Santé à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Vous allez en tout cas nous éclairer sur ce sujet important. Un colloque sous le thème « Comprendre les troubles de l'apprentissage pour mieux améliorer les systèmes éducatifs » et initier un projet de recherche. Alors pourquoi c'est un sujet important qu'il faut discuter? Quels sont les enjeux? C'est un sujet effectivement important parce qu'il concerne 5 à 8% des enfants en âge d'être scolarisés et que ces troubles, lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, peuvent effectivement constituer des sources d'échecs scolaires pour ces enfants. Et encore plus que l'échec scolaire, ou parallèlement, il y a aussi un retentissement important sur l'estime de soi que vivent ces enfants et qui peut constituer effectivement un frein extrêmement important à leur réussite scolaire, puis ensuite à leur réussite bien entendu professionnelle et également sociale. Et puis voilà, leur inclusion au niveau de la société, un sujet important. Comment les neurosciences permettent de mieux comprendre les bases cérébrales et génétiques de certains troubles, donc comme je le citais tout à l'heure, la dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, bon, il y en a plusieurs des 10, mais en tout cas, comment mieux appréhender ce genre de troubles grâce à la neuroscience? Alors effectivement, c'est très important de comprendre comment et pourquoi ces troubles apparaissent chez ces enfants. Et ce qui est tout à fait important, c'est de constater que ces troubles, donc ces 10, qui concernent l'acquisition de compétences fondamentales pour la réussite sociale et pour savoir écrire, savoir lire, savoir et rencontrer ces difficultés, peuvent évidemment faire comprendre clairement que la perturbation de la vie scolaire, puis professionnelle et sociale est importante. Or, on sait aujourd'hui, et c'est un élément absolument fondamental à souligner, que cela n'a rien à voir avec l'intelligence de ces enfants. Ils sont normalement intelligents, mais ils ont un cerveau qui va fonctionner d'une manière différente. Et c'est là où les neurosciences sont évidemment fondamentales pour comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre, comment se passent ces troubles. On sait aujourd'hui, sans vouloir entrer dans des détails professionnels importants, qu'il y a des troubles de la connexion des neurones, mais qu'on peut, en faisant le diagnostic très tôt, accompagner ces enfants pour leur permettre justement de faire face à ces difficultés, puis de pouvoir après réussir leur scolarité, réussir leur vie professionnelle. Puisque vous parlez de diagnostic, à quel moment peut-on diagnostiquer ce genre de trouble? Qu'est-ce qu'il faut observer? Quels sont les symptômes? Quels sont les signes qui alertent? Alors, il faut évidemment faire le diagnostic le plus rapidement possible. Si on peut parler de diagnostic, c'est plus une constatation qu'un diagnostic médical. Il faut d'ailleurs éviter de médicaliser ces troubles pour ne pas que les enfants aient une perte de confiance en eux et qu'on les marginalise d'une certaine manière. Alors, par contre, le rôle des parents est évidemment important. Le rôle des enseignants est également important. Et on constate encore aujourd'hui et partout dans le monde qu'il n'y a pas encore suffisamment de sensibilisation vis-à-vis de ces troubles et que très souvent ces enfants sont un peu considérés comme paresseux, comme incapables de réussir comme les autres. Et en fait, comprendre très tôt ces difficultés permettent d'aider l'enfant à trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, il y a toute une série d'outils pédagogiques qui peuvent être mis en œuvre et puis mobiliser également au niveau des associations. Et je dirais peut-être les familles. C'est une sensibilisation très importante parce que beaucoup considèrent en fait que leurs enfants sont paresseux, ne font pas d'efforts. Et en fait, c'est simplement une difficulté de fonctionnement qui est différente, mais l'intelligence, encore une fois, n'est en aucune façon concernée. Ce sont des enfants qui ont une intelligence absolument comparable à celle d'autres enfants. C'est là où intervient un petit peu ce rôle de l'adulte, on va dire responsable, le rôle aussi de l'éducation, tout à fait. Des écoles, des enseignants peut-être, parce que c'est ceux qui sont, on va dire, en contact avec ces enfants, surtout
pendant l'apprentissage. Justement, quel rôle doit jouer aujourd'hui l'éducation pour sensibiliser davantage sur ce sujet important, mais surtout pour accompagner ces enfants qui en ont grandement besoin? Alors, l'éducation travaille beaucoup aujourd'hui partout dans le monde et dans notre pays également sur l'inclusivité du handicap, quel que soit le handicap. Mais je pense que pour les troubles de l'apprentissage, il faut à la fois les considérer comme un handicap dans le sens fonctionnel du terme, mais pas comme un handicap physique, pas comme un handicap. Et il faut éviter que ces enfants se considèrent de cette manière pour garder l'estime de soi, qui leur permet de faire face à cela. Et c'est la raison pour laquelle l'Académie du Royaume du Maroc, à l'initiative de son secrétaire perpétuel, M. Abdjalil Al-Hajomri, a mis en place un institut, qui est l'Institut d'études et de recherche sur les troubles de l'apprentissage, pour permettre justement des rencontres entre les experts nationaux et les experts internationaux, pour travailler à des moyens, comment mettre en place une sensibilisation encore plus importante et comment faire en sorte de trouver des solutions pour aider ces enfants qui peuvent rencontrer ces difficultés. Et en même temps, montrer également à la fois aux familles, aux enfants, aux professionnels de santé, aux professionnels évidemment de l'enseignement et aux associations qu'il y a des histoires de succès, de véritables succès de personnes qui ont vécu ces troubles, mais qui aujourd'hui ont une évolution tout à fait normale et quelquefois même des postes extrêmement importants. Quelle est la fréquence de ces troubles? Alors, on considère que dans le monde, ces troubles concernent 6 à 8% des enfants scolarisés. Alors, cela peut aller jusqu'à 10%, 12% en fonction, mais globalement, entre 6 à 8% des enfants scolarisés, au début de leur scolarité, bien entendu, souffrent de ces troubles de l'apprentissage. Et quelles sont les manifestations cliniques à surveiller spécifiquement? Est-ce qu'ils sont spécifiques en fonction de chaque donc dyscalculie ou dyslexie ou, je ne sais pas, dysgraphie peut-être, dysorthographie? Comment les différencier? Alors, je crois qu'il faut... je pense que il vaut mieux ne pas parler de manifestations cliniques, encore une fois, pour ne pas médicaliser. Même si, en fait, pour pouvoir reconnaître ces troubles, il faut faire un diagnostic médical différentiel pour vérifier qu'il n'y a pas de trouble de l'audition, qu'il n'y a pas de trouble de la vision, qu'il n'y a pas de trouble de coordination dû à une maladie organique. À partir du moment où on est tout à fait conscient de cela et qu'on a éliminé ces troubles, à ce moment-là, on peut évidemment parler de troubles d'apprentissage. Mais c'est souvent à la maison d'abord, avec la famille, puis ensuite à l'école, on va se rendre compte que l'enfant a des troubles, des difficultés à lire, que ce qu'il lit et ce qu'il entend, ce qu'on appelle les phonèmes, et ce qu'il va, au niveau de la lecture, va lui poser problème, que dans l'écriture, il aura beaucoup de mal à écrire par rapport à ses camarades, que même dans la jonction des mouvements, il peut avoir aussi des troubles, c'est ce qu'on appelle la dyspraxie. Donc il y a toute une série de dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie, toute une série de troubles auxquels on peut aussi ajouter les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui font partie de ces troubles de façon globale. Et là encore, c'est essentiellement le rôle et la constatation des familles, et je dirais les enseignants à l'école qui jouent un rôle absolument fondamental dans le dépistage très précoce de ces troubles. Donc les familles doivent rester très vigilantes, en tout cas, surtout quand les enfants sont en bas âge. Comment aujourd'hui gérer de manière optimale ce genre de troubles, de manière à accompagner l'enfant et de manière à ce que cet enfant vive tout à fait normalement sans avoir ces manifestations dont vous parliez tout à l'heure, comme le manque de confiance en soi, l'estime de soi, pour rester, vivre pleinement cette enfance et cet âge adulte comme toute personne qui ne souffrent pas de ce genre de troubles. Alors je crois qu'il y a une première étape, c'est celle de la sensibilisation, de l'explication. C'est finalement la pédagogie, expliquer aux familles ce que sont ces troubles, car très souvent on se rend compte que les familles ne connaissent pas et c'est tout à fait normal. Et comme on le disait tout à l'heure, ils considèrent souvent que ce sont des troubles qui sont liés à une paresse ou à une mauvaise volonté de l'enfant, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc avoir confiance en l'enfant
avoir la patience de l'accompagner, avoir la patience de lui expliquer et de comprendre qu'il puisse avoir des difficultés, c'est extrêmement important au niveau de la famille pour la conservation de la confiance que l'enfant peut avoir en lui-même. L'école, c'est également la même chose. Il y a des mesures qui peuvent être mises en place. L'utilisation de l'ordinateur, par exemple. Aujourd'hui, il y a des techniques informatiques qui permettent à l'enfant d'écrire plus facilement. Mais là encore, il faut que les enseignants soient conscients de ce qui existe aujourd'hui, de ce que sont ces troubles, des moyens, des outils qui sont mis à leur disposition et qui existent. Et donc, il y a toute une série d'étapes à mettre en place. Et je dirais aussi qu'un des buts du YERTA, donc mis en place récemment au niveau de l'Académie du Royaume du Maroc, est de voir quelles sont les recherches qui sont faites à ce sujet dans notre pays. Il y en a quelques-unes et je crois qu'il faut vraiment les encourager pour contribuer au niveau national et au niveau international à comprendre comment se font ces troubles de l'apprentissage au niveau du fonctionnement cérébral et donc pour revenir aux neurosciences dont on parlait tout à l'heure. Justement, les neurosciences qui peuvent aujourd'hui inspirer le développement de nouvelles méthodologies, peut-être d'apprentissage plus efficaces, plus ciblées pour ce genre de troubles. Alors, je crois que les neurosciences sont fondamentales dans l'apprentissage de façon générale. En tant qu'enseignante et très intéressée par la pédagogie en médecine, on se rend compte que les neurosciences jouent un rôle extrêmement important. Comprendre la mémoire, comprendre la mémorisation, comprendre comment se fait l'apprentissage, même chez les adultes, même chez... Et donc, bien entendu, comprendre comment se font ces troubles, comment surviennent ces troubles chez ces jeunes enfants est extrêmement important à comprendre. Et à partir de quand on comprend mieux quelque chose, bien entendu, on va trouver des solutions qui sont plus adaptées, très logiquement, aux troubles que l'on peut constater, d'où l'importance d'ailleurs de la mise en place de travaux de recherche dans ce domaine. Merci à vous, Najih Hassouni. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie du Royaume du Maroc et responsable de l'IRTA. Vous êtes doyenne au Collège Santé à l'Université internationale de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci beaucoup à vous. C'était également un grand plaisir pour moi. Merci. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain. Très bonne soirée.